le 10 décembre dernier, au pic de la crise, de la colère, comme vous avez pu le dire, et face aux Français, Emmanuel Macron a avancé 2 propositions. La première, c'était un paquet de mesures d'urgence, et la seconde, c'était ce grand débat national. Le paquet de mesures d'urgence, nous l'avons en un record de temps voté, nous l'avons voté conforme. Nous l'avions voté sans enthousiasme et nous l'avions voté avec un sens aigu de la responsabilité. Sans enthousiasme parce que nous savions bien qu'une sortie de crise ne pouvait s'opérer uniquement par la voie traditionnelle, rituelle, des concessions financières massives payées par toujours plus d'endettement. Nous savions bien que ce mouvement traduisait, et au départ, à ses origines, fortement soutenu par les Français, nous savions bien que ce mouvement traduisait beaucoup plus qu'une demande de simple amélioration de l'ordinaire. Parce que ce qui était en cause, c'était les perspectives d'existence de chacun et le destin de tous, mes chers collègues. Mais nous l'avons voté avec le sens de la responsabilité, parce qu'alors la République était fragilisée, parce qu'alors la nation était profondément divisée. Et elle l'est toujours. Et ce sera le prochain et le principal défi des mois à venir. La seconde proposition, c'était le grand débat. Je voudrais simplement observer que, Monsieur le Premier ministre, l'exercice d'aujourd'hui est un peu vain. Nous ne votons sur rien et vous ne nous avez pas proposé de solution puisque vous attendez les solutions de Jupiter. Je vous plains d'ailleurs puisque vous êtes à la 3e séquence depuis lundi de restitution. En revanche, parce que nous avons eu ce sens de la responsabilité, nous nous croyons autorisés à porter une appréciation juste, équilibrée sur le grand débat. Pour porter cette appréciation, il faut répondre à 2 promesses, pour savoir s'il a rempli, justement, ces promesses. À 2 questions. La première, était-ce vraiment un grand débat? Ce débat était-il grand? Et ensuite, était-il un vrai débat? Était-il grand? 500 000 contributions, mais certaines copier-coller. Ça n'est pas rien. Mais ça n'est pas tout. Ce sont des contributions de Français et non pas la contribution de Français. Bien moins que 1% du corps électoral français. Était-ce un vrai débat? Sans doute il y a eu des échanges nombreux, des dialogues nombreux, mais trop souvent le dialogue, en tout cas la restitution médiatique de ce dialogue, a tourné au monologue. Le président de la République a très vite, en quelque sorte, confisqué, monopolisé la parole, au point qu'il semblait dire que le débat, c'était lui seul, tombant dans une ornière qu'il avait déjà précipité dans les difficultés face à ce mouvement spontané des Français. De ce constat, je pense qu'on peut déjà tirer une conclusion en matière démocratique, sur la démocratie participative. Évidemment, la démocratie participative, elle est intéressante, mes chers collègues, mais ça n'est pas l'essentiel, pour 2 raisons. D'abord, parce que la démocratie participative fait entendre des paroles, mais pas toutes les paroles. Et ensuite, parce que la démocratie participative, elle ne crée pas les conditions d'une parfaite égalité. Parce qu'il y a des paroles qui portent plus que d'autres. Parce que certaines minorités manient mieux la parole que d'autres, évidemment. Seul le suffrage réalise l'égalité. Un homme, une femme, une voix, bien évidemment. Le général de Gaulle avait pour habitude de dire que la parole du peuple, c'est la parole du peuple souverain, celle qui a été en France trop souvent contournée, du référendum de 2005 constitutionnel jusqu'à celui, consultation publique certes, de Notre-Dame-des-Landes. Et Monsieur le Premier ministre, ma conviction, c'est que vous ne soignerez pas la blessure à la souveraineté populaire simplement avec des groupes de parole. Il faudra beaucoup plus. Parce que ce qui est en cause, bien sûr, c'est le pouvoir d'achat. Mais au-delà du pouvoir d'achat, mes chers collègues, c'est le pouvoir tout court, le pouvoir de chaque Français et du peuple français, de peser, de maîtriser sa destinée et son destin. C'est la grande question démocratique. Et je pense, avec beaucoup d'autres, que vous ne pourrez sortir de ce grand malaise sans une consultation nationale. Je voudrais simplement faire quelques remarques. La première, c'est que prendre les institutions de la Ve République comme les victimes émissaires, ce serait trop commode.
Vous savez, au premier tour de l'élection présidentielle que nous avons pour un certain nombre vécu, plus ou moins bien d'ailleurs, les extrêmes ont fait 45% des voix. En Italie, ils ont fait à peine 45% des voix. Vous voyez les résultats. La France est gouvernable, l'Italie difficilement. La stabilité, une démocratie gouvernée, c'est un bien public important. Alors de grâce, pour vous sauver momentanément, touchez avec parcimonie aux institutions françaises. Sur ce moment démocratique, bien sûr, il faudra recourir au référendum. Nous sommes opposés au RIC, qui serait la démocratie de l'extrême, la démocratie radicale. Et c'est pas moi qui donnerai raison à Robespierre lorsque, le 16 janvier 1793, il disait que le mot de représentation ne peut s'appliquer à aucun mandataire du peuple parce que la volonté générale ne se représente pas. Ce n'est pas moi qui le dirai, évidemment. Je préfère aussi Tocqueville à M. Drouet, même lorsqu'il campe devant les portes du Sénat, mes chers collègues, évidemment. Mais pour ce qui concerne le référendum, bien sûr, nous devrons y avoir plus fréquemment recours. C'est une évidence. Lorsque l'on est notamment gaulliste, on se souvient de l'article 3 de la Constitution de la France qui stipule, évidemment, notre Constitution, que la souveraineté nationale, eh bien, elle s'exerce par la voie bien sûr des représentants du peuple, mais aussi par la voie du référendum. Il faut recourir de temps en temps à la démocratie directe. Il n'y a pas d'opposition, de contradiction entre une démocratie représentative et une démocratie directe, bien évidemment. Donc il faudra en quelque sorte, à un moment ou à un autre, que vous sachiez rendre la parole aux Français. Mais ce ne sera pas suffisant si, bien sûr, c'est nécessaire. Parce que ce qu'attendent les Français, ce qu'ils veulent entendre les Français, c'est une parole de vérité. Et mon propos aura un écho finalement par rapport à celui de Claude Malhuret. Je pense moi aussi que ce malaise est une accumulation de malaises, parfois anciens, mais vous ne pouvez pas. Le président de la République ne peut pas s'extraire de sa propre responsabilité. Vous entendez dire que les élus, les fonctionnaires, la démocratie fonctionne mal. J'ai beaucoup entendu aussi la remise en question du président de la République. Qui en parle dans la restitution, en réalité, de cette remise en cause, de cette remise en question? Mais ce malaise, il a agglutiné tant de faux fuyants, tant de faux semblants, tant de mensonges, parce que oui, on a menti aux Français lorsque on a voulu leur faire croire qu'en travaillant moins, ils pourraient améliorer leur sort, augmenter leur niveau de vie et préserver un modèle social extrêmement exigeant. Oui, on a menti, mes chers collègues, on a menti aux Français lorsque on a confondu, on leur a dit, le niveau de la dépense publique, c'est le niveau de qualité des services publics. Bien sûr, il n'y a rien de plus faux, parce que si c'était exact, mais nous serions un vrai paradis pour les services publics, mes chers collègues, champions du monde de la dépense publique. Est-ce que l'hôpital ne serait pas saturé? Est-ce que la médecine de proximité ne serait pas fragilisée? Est-ce que l'école, elle aussi, ne serait pas profondément ébranlée, elle qui reproduit désormais tant d'inégalités par rapport à la condition sociale des familles et des enfants? Alors oui, bien sûr, il faut refermer très vite ce grand débat. Le grand débat a assez duré et le temps des décisions, mes chers collègues, est enfin arrivé. Mais il n'y aura pas de sortie de crise sans un langage de vérité. Vérité sur l'amélioration des conditions des Français. Ce qui s'est noué, cette angoisse du déclassement vis-à-vis des classes moyennes, oubliées trop souvent, avec un tout petit nombre des heureux de la mondialisation que vous avez trop souvent survalorisés, et le trop grand nombre des pauvres et des exclus qui bénéficiaient d'attention, mais d'une attention inefficace, parce que c'était une attention réduite aux acquets caritatifs. Trop souvent, la classe moyenne s'est sentie broyée, elle s'est sentie déclassée pour elle-même, pour ses propres enfants. L'ascenseur social absolument bloqué pendant les 30 Glorieuses. Il fallait 3 générations à une famille modeste pour atteindre le niveau moyen. Il en faut désormais 6. Est-ce qu'on peut s'en contenter? C'est là le vrai problème. Cette vérité,
Cette vérité que nous appelons consistera à dire qu'il faut le courage d'affirmer, de dire aux Français que l'économie, notre économie, nos entreprises ne créent pas suffisamment de richesses parce qu'il n'y a pas suffisamment de compétitivité pour améliorer durablement le niveau de vie des Français. Parce que nous devrons leur dire qu'il faudra mettre plus de travail sur la table si nous voulons préserver un modèle social auquel nous tenons. Vous devriez avoir un langage de vérité pour dire aux Français, écoutez, ou alors nous faisons ce que vous êtes en train de faire actuellement, un modèle anglo-saxon, un filet de sécurité pour les plus pauvres et les classes moyennes, vous vous débrouillez. Notamment les retraités l'ont très bien vu, l'appauvrissement. Mais évidemment, on ne peut pas, si on veut garder ce modèle social, dire aux retraités, mais on vous garantit vos pensions, mais surtout on ne touchera pas, Madame la Ministre, à l'âge légal de départ. Vous aviez raison, le Sénat vous donne raison sur ce point-là, ici, évidemment. Un langage de vérité aussi sur les impôts. Évidemment, taxez moins. Et vous avez reconnu qu'il faut taxer moins. Il a fallu 21 semaines de manifestations, des centaines d'heures de débats pour se dire « mince, la France paye trop d'impôts ». Eh oui. Mais il ne suffira pas de dire que les Français payent trop d'impôts. Il va falloir dire maintenant quelles sont les dépenses publiques qu'il faut baisser. Parce qu'il n'y aura pas de baisse de la fiscalité s'il n'y a pas demain de baisse de la dépense publique. Et déjà, vous avez renoncé, Monsieur le Ministre, dans la trajectoire, à rééquilibrer en 2022 les comptes publics. Donc vous avez cédé sur la dépense publique. Quoique la communication, parfois habile, des uns ou des autres, puisse être sur des plateaux ou devant des micros, bien évidemment, la vérité est sur l'aspect écologique et climatique, parce que c'est une demande. Je me suis souvent trouvé devant des étudiants, devant des jeunes, et on sait bien que cette urgence climatique, ils la partagent encore plus que nous, et c'est normal. Leur avenir est plus long que le nôtre, vraisemblablement. Mais de grâce, quittons cette idée que une politique énergétique ou écologique, climatique, ce serait un mélange de leçons de morale et de fiscalité. Ça, non, les Français n'en peuvent plus. Oui, un effort de recherche massif au niveau européen. Oui, une protection, une taxe écologique aux frontières de l'Europe. C'est ce que nous allons proposer. Oui, la confiance dans les territoires. C'est fondamental. Et un dernier mot, bien sûr, sur un sujet que vous avez évoqué, la vérité aussi pour les territoires. Monsieur le Premier ministre, c'est paradoxal parce que vous avez été maire. Mais vos propos sont trop statistiques. Je ne me reconnais pas dans les propos que vous avez tenus ici sur les territoires. Et vraiment, je le compromettre, mais très momentanément, vous devriez passer quelques jours aux côtés du président Gérard Larcher. Vous dites jamais il y a eu autant de moyens pour les collectivités, jamais elles ont bénéficié d'autant d'agents. Mais Monsieur le Premier ministre, jamais les maires n'ont été autant découragés. Comment l'expliquez-vous ? Jamais les collectivités n'ont, pour les compétences qui leur ont été attribuées, disposé d'aussi peu de moyens. Jamais en France, il y a eu une révision aussi autoritaire des structures territoriales, le grand remembrement. Et ce que je prétends, vous avez parlé de l'éloignement. Eh bien, je reprends à mon compte votre... Oui, écoutez, je vous ai écouté, donc je reprends le terme. L'éloignement, eh bien, nous avons créé la société de l'éloignement, la société territoriale de l'éloignement. Et je voudrais vous montrer comment est-ce que ce qui s'est aussi articulé et noué, le malaise social, territorial et démocratique, s'est finalement joué. Le lieu, c'est le lien. Je sais que pour le progressisme, l'enracinement, c'est un obstacle au changement. Sauf que le lieu, c'est l'enracinement dans une communauté humaine où on va créer du lien. On le sait, ça confusément, mais on le sait lorsqu'on a été élu local. Sauf que la société d'éloignement qu'on a créée, c'est des régions toujours plus grandes, des cantons toujours plus grands, des communes toujours plus grandes, des intercommunalités toujours plus grandes. Et en étirant, mes chers collègues, de droite et de gauche, on doit pouvoir le partager quand même. Nous sommes le Sénat de la République. Eh bien, nous avons tellement étiré ce lien géographique que nous avons brisé le lien civique. Parce que nous avons voulu la loi du nombre au lieu de la loi humaine. Je me souviens, dans un bon ouvrage que je vous conseille, Bernanos, lorsqu'il disait dans La France contre les robots, un monde, mes chers collègues, un monde gouverné par la loi du plus fort, c'est un monde
vraiment abominable. Mais un monde gouverné par la loi du nombre, c'est un monde ignoble. Eh bien, nous y sommes. La loi du nombre n'est pas la loi des hommes. Et entre la distance et la confiance, il y a une loi inversement proportionnelle. Lorsque vous êtes loin, vous perdez la confiance. Lorsque vous êtes dans la proximité, vous gagnez la confiance. C'est ce qui explique que les maires, plus que les sénateurs, plus que le Premier ministre, plus que le Président de la République, ont encore la confiance des Français. Donc il va falloir en tirer les conséquences, toutes les conséquences radicales sur la décentralisation, sur les compétences, sur les niveaux de subsidiarité, mais aussi sur l'action de l'État. Cassez-nous ces grandes administrations régionales que je connais parfaitement, qui sont reconcentrées sur les administrations centrales. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Amenez l'action de l'État dans la proximité, dans les départements. Ne pensez pas d'un côté la décentralisation sans penser de l'autre l'action territoriale de l'État. Je vais terminer, je vais abréger votre souffrance, Monsieur le Premier ministre. Je vais conclure. Dans quelques jours, vraisemblablement que le Président de la République prendra la parole. Parlera-t-il bien? Sans doute, nous lui reconnaissons le talent oratoire. Parlera-t-il longtemps? Peut-être, nous lui reconnaissons une forme de résistance. Mais parlera-t-il clair? Parlera-t-il vrai? Sans courage de dire, il n'y a pas de courage de faire. Je pense que les Français en ont marre des subtilités, des habiletés, des ruses, du en même temps, d'une pensée complexe. Ce que veulent les Français, ce n'est pas une complexité, c'est la clarté vis-à-vis d'une vision de l'avenir. C'est non pas la complexité d'une pensée, c'est la simplicité, tout simplement, des convictions. Alors vous avez parlé tout à l'heure d'espérance. Eh bien moi, ce que je propose, fermez vite le grand débat pour ouvrir un vrai chemin. Le vrai chemin de l'espérance pour la France, c'est celui de la vérité pour tous les Français. Si vous avez cette audace, je vous assure, vous trouverez ici, auprès de nos collègues, quels que soient les rangs, mon cher Monsieur le Président, et auprès du Président du Sénat, vous trouverez l'appui nécessaire pour relever la France et pour redonner aux Français, bien sûr, la confiance et cette espérance au nom de la République et au nom de la France.